En Chine, on compte près de 823 milliardaires et 6 millions de millionnaires. Après les États-Unis, c'est le pays qui concentre le plus d'ultra riches. Le plus fortuné d'entre eux, c'est Zhongshan Shan, un homme d'affaires qui a fait fortune grâce au commerce de minéral. Sa fortune est estimée à 65 milliards de dollars. Il est au coude à coude avec le créateur de TikTok, Zhang Yiming. Mais au-delà des chiffres, ce qui impressionne, c'est la vitesse. Jamais un pays n'a produit autant de riches en si peu de temps. Et forcément, qui dit explosion des fortunes dit... explosion des frasques. Un chien qui porte 2 Apple Watch en or, une influenceuse qui se dit liée à la Croix-Rouge pendant qu'elle joue des millions dans un casino clandestin, un maniaque qui offre à sa fille de 7 ans un diamant de 48 millions de dollars. Ces dernières années, la Chine a vu naître une génération de super riches au style de vie aussi extravagant que déroutant. Mais derrière les grosses voitures, les bling bling, la fête ce qui coûte très cher, mais la réalité c'est souvent plus complexe. Car en Chine, certaines fortunes brillent et puis s'évanouissent soudainement. À Pékin, un homme d'affaires décide de se faire aménager un nouveau jardin avec une montagne artificielle. Problème, il l'a fait au sommet d'un immeuble, et sa petite fantaisie pesait plus de 1000 tonnes. Alertés par les fissures dans l'immeuble, les autorités ont exigé le démantèlement sous 15 jours. 1000 tonnes sur un toit? Mais alors putain, ça c'était feng shui. On dit pas feng shui, on dit feng shui. Zheng Guangbia est un millionnaire excentrique. Engagé pour l'écologie, il s'est fait connaître pour distribuer des canettes d'air frais pour sensibiliser les gens au risque de la pollution de l'air. En 2012, pour montrer qu'un monde sans voiture serait préférable, il prend la décision de... se faire rouler dessus par 2 bagnoles. Contrat annulé, Luigi. Les riches donnent la mort eux-mêmes maintenant. Bien compris. Le gars a un profil mégalo, prêt à tout pour exhiber son argent, et ferait même passer MrBeast pour un gros nul, puisque le bouga invitait 1000 SDF à un repas avec lui à Central Park, leur promettant aussi $300 à chacun d'entre eux. La juridiction de New York a interdit la distribution d'argent, et ça a vite tourné à l'émeute. Qui est surpris? Bon, faire je joue avec des pauvres, ça je peux encore tolérer. Mais est-ce qu'on peut parler de sa carte de visite? Ces quelques anecdotes, ça illustre très bien la folie des grandeurs de certains ultra-riches chinois. Mais parmi les frasques extravagantes de certains milliardaires chinois, voici ma préférée. Nous sommes à la fin des années 2000. Le milliardaire Zhang Hongyu décide de réaliser son rêve et de produire un blockbuster ambitieux à l'échelle d'un Star Wars. Le tout accompagné d'une série animée, de jeux vidéo et d'un parc d'attractions. Le film, qui décrit la lutte de plusieurs royaumes sous-marins, est décrit par son producteur comme Transformers qui rencontre Shakespeare. Et Bob l'éponge aussi. Alors c'est pas officiel, mais il y a quelques photos de tournage et oh regardez, c'est Patrick! Ambition internationale oblige, le film est une coproduction sino-américaine, mais reste en majorité financé de la poche de notre ami Zhang Hongyu. Le tournage commence en 2009, et très vite, c'est le chaos. Clash culturel, non-paiement de salaire, accident, traducteur en PLS et scénario incompréhensible, c'est une véritable catastrophe. Dites-vous, il y a même une actrice qui a dû se faire exfiltrer en urgence par le consulat américain. En gros, les conditions de tournage étaient tellement dangereuses que l'actrice Irina Violette a souhaité quitter la production. Les producteurs lui ont volé son passeport pour faire pression sur elle et elle a dû s'échapper discrètement des studios de tournage qui étaient dans le Fujian et se rendre jusqu'à Shanghai pour enfin rejoindre l'ambassade américaine. Bref, on ne compte plus les départs successifs de l'équipe de tournage. Il y a pas moins de 3 réalisateurs qui se sont succédés, chacun tentant d'imposer sa propre vision, épique, puis comique, puis romantique, sans jamais réussir à stabiliser le projet. 40 versions de script, 10 scénaristes, 0 cohérence. Bref, le film est une catastrophe industrielle totale et ne sortira jamais. Les parcs et séries dérivées non plus d'ailleurs. Tout ce qui reste du film, c'est ce que vous voyez actuellement à l'écran, mais avec 130 millions de dollars de budget, ça fait cher pour juste une bande-annonce et quelques photos de tournage. On parle beaucoup des frasques des riches, mais rappelle qu'il y avait 50 ans, il n'y a aucun riche en Chine. Alors, comment on est passé de 0 riche à des millions aujourd'hui, et ça plus rapidement que dans n'importe quel pays? Pour comprendre l'émergence des riches, il va falloir une nouvelle fois remonter quelques décennies en arrière. Pendant la période maoïste, les entreprises privées, les banques et les grandes propriétés foncières sont confisquées. Les grands propriétaires terriens, eux, sont dépouillés de leurs biens. Durant 3 décennies, hormis quelques privilèges accordés aux cadres du parti, la Chine vit dans un strict égalitarisme où s'enrichir devient tout simplement illégal.
Mais malgré les avancées sociales et une souveraineté nationale retrouvée, le bilan est lourd. La Chine est toujours en faillite. Alors pour en finir avec la longue période d'austérité de Mao, le pays entame une transformation qui tend vers le libéralisme économique. On ouvre donc le pays aux investisseurs étrangers, l'agriculture est décollectivisée et on permet aux entrepreneurs de lancer leur business. Chut, il va le dire. Est-ce que ton pays communiste serait pas un petit peu capitaliste? En fait, il y avait quand même une condition à tout ça, c'était que ces entrepreneurs fassent ça au sein de ce qu'on appelle les zones économiques spéciales. Ce sont des territoires avec des règles différentes qui ont servi de laboratoire au reste du pays pour tester une économie plus ouverte et libérale, où le gouvernement a offert des avantages fiscaux, réglementaires et douaniers afin d'attirer les investissements étrangers. Une rupture avec le régime précédent parfaitement illustrée par une petite phrase prononcée par Deng Xiaoping, alors leader de la Chine. En gros, on estime qu'il faut des locomotives pour tirer le reste du pays. Résultat, on voit émerger une première génération de riches, et parmi lesquels on pourra citer par exemple Lu Guangqiu, l'un des premiers entrepreneurs privés à réussir pendant les années 80 grâce à la fabrication de pièces de vélo et d'automobiles, ou Zhong Qingho qui a commencé dans les années 1980 à vendre des sodas dans une école à Hangzhou pour devenir plus tard un géant des boissons en Chine. En gros, c'est essentiellement des gens issus de la vente de boissons, du textile, de la fabrication industrielle, du recyclage, de la mécanique, et qui ont su profiter de ces nouvelles règles. Dans les années 2000, la Chine rentre dans l'OMC, l'organisation qui s'occupe des règles régissant le commerce international entre les pays. Et c'est là qu'a lieu le véritable Big Bang économique. L'urbanisation explose, des millions de gens quittent la campagne pour aller travailler dans les villes. Alors, il faut construire beaucoup. Vraiment beaucoup. Pour les manias de l'immobilier, c'est le jackpot. À l'époque, être riche, c'est être bâtisseur. Le béton est roi, et plus tu construis, plus tu gagnes. Il y a tellement à construire que le secteur immobilier devient un moteur de la croissance chinoise, qui va bientôt occuper jusqu'à 30% du PIB du pays. C'est comme ça que les premiers milliardaires chinois font leur apparition. Des promoteurs comme Huang Tianlin ou Xu Jiayin vont bâtir une immense fortune grâce à leur mainmise sur le business de l'immobilier. Mais derrière ces récits de succès, forcément cette croissance spectaculaire va s'accompagner d'un prix. Spéculation, inégalité et dette colossale. À partir des années 2010, un nouveau type de riches émerge, les seigneurs de la tech. Yes. Cette fois, ils ne vendent plus des immeubles, mais des applications, des innovations technologiques et des algorithmes. Ils sont le visage de la nouvelle Chine, tournée vers le numérique. Les plus célèbres de ces ingénieurs sont Jack Ma, le patron d'Alibaba, Pony Ma, le fondateur de Tencent et WeChat, ou encore Zhang Yiming, le patron de ByteDance et créateur de TikTok. Trois noms qui se hissent rapidement au sommet des plus grosses fortunes mondiales. Chose amusante, cette volonté du pays de se tourner vers les nouvelles technologies va permettre une petite révolution. Celle de nouveaux entrepreneurs qui vont faire fortune grâce à Internet, et certains en particulier grâce à l'essor du live shopping. Et alors, je me permets un petit aparté rapidement, parce qu'en fait je trouve que depuis l'extérieur de la Chine, on a du mal à réaliser à quel point le live shopping, c'est un truc de barjo. On est en gros face à une forme de téléachat en direct sur des applis comme Taobao Live ou Douyin. Les influenceurs présentent des produits, vêtements, cosmétiques ou gadgets, et les spectateurs peuvent acheter instantanément sans quitter le live. C'est interactif, c'est rythmé, et c'est souvent accompagné de promotions exclusives. Des influenceurs qui ne servent plus qu'à vendre des choses et rien d'autre. Est-ce que c'est pas ça finalement la forme finale d'Internet? Cette pratique n'est pas nouvelle, mais s'est encore plus développée pendant le Covid, jusqu'à devenir une véritable tendance qui compte des centaines de millions de spectateurs et génère des dizaines de milliards par an. De cette manière, vous pouvez acheter des vêtements, du cosmétique, mais aussi attention, vous pouvez acheter une fusée. Et oui, sachez que vous pouvez acheter la mise à feu d'une fusée Kaizhou 1A depuis son site de lancement et ainsi participer au déploiement d'un satellite en orbite. Et tout ça pour la modique somme de 40 millions de yuan. Il y avait un petit rabais de 5 millions quand même. Le gouvernement a même encouragé cette pratique, car il y voit une manière de pallier à la chute de la baisse de la consommation et à sortir certaines populations de la pauvreté. Par exemple, le ministère du Commerce a encouragé les plateformes d'e-commerce à aider les fermiers à vendre leurs produits, en particulier en les mettant en avant à travers le live streaming.
Bref, c'est dans ce contexte qu'aujourd'hui, certains influenceurs stars sur Taobao ou Douyin peuvent gagner une somme colossale en une soirée, simplement en vendant des rouges à lèvres ou des matelas en direct. Un exemple, c'est Via, la plus grande star du live shopping, qui a généré plus de 1 milliard de yuan de vente en une seule session. Mais alors, forcément, avec l'explosion d'autant de riches en si peu de temps, et souvent des gens non issus de grandes familles dynastiques, eh bien pour l'instant, au vu de leur nouvelle classe sociale, ils n'ont que l'argent. Il leur manque un petit truc, ce sont les codes qui vont avec. En Chine, il y a un terme pour désigner les nouveaux riches, Tu Hao. Ça désigne ces gens qui ont plus d'argent que de goût, qui aiment l'or, les gros logos bien visibles ou encore les villas kitsch avec des colonnes grecques. Pour eux, c'est tant que je suis riche, qu'est-ce que je fais? C'est un peu imaginer si un jour vous avez gagné le loto, ce que vous avez fait, mais bien sûr, je vais aller acheter beaucoup d'or, beaucoup de bijoux, les diamants, les bling bling, et je vais acheter beaucoup de marques, les produits avec les marques de luxe. Et après, ils ont des gros diamants sur beaucoup de bagues, plein de produits de luxe, surtout les t-shirts avec gros logo devant. Le terme est tellement rattaché au bling bling qu'Apple avait été moqué pour avoir sorti un iPhone doré, qu'on a immédiatement surnommé iPhone Tu Hao. Mais derrière l'humour, le terme Tu Hao, c'est un peu une manière condescendante de parler de ceux qui sont devenus riches trop vite, souvent issus de milieux populaires ou ruraux et qui, aux yeux de certains, n'ont pas encore appris les codes. Pas assez raffinés, pas assez cultivés, pas assez discrets, bref, pas comme les élites légitimes. En fait, souvent ils viennent d'une famille moyenne ou même des familles pauvres quand ils sont petits. Après, c'est selon leur, comme j'ai dit tout à l'heure, les investissements ou les manières de travail. Ils ont eu en montant de l'argent très important d'un coup. Attendez, vous n'avez pas les codes de la grande bourgeoisie? Pas de panique, parce qu'il y a même des séminaires pour apprendre à être riche avec élégance. Certains nouveaux riches chinois cherchent à maîtriser les codes sociaux du luxe afin de légitimer leur statut et de s'intégrer à une aristocratie mondiale, malgré l'absence d'un héritage culturel ou historique ancien. Et donc pour combler ce manque, des entreprises occidentales organisent des événements sur mesure pour initier ces néo-riches au code du bon goût, de la classe et de la grâce. So Dalian par exemple, c'est une sorte de salon du luxe sur invitation seulement, où on expose yachts, voitures, vêtements et cigares haut de gamme. C'est un showroom de prestige, mais aussi une école informelle où l'on initie les élites chinoises aux standards internationaux du raffinement. We actually teaching them educating because the Chinese people they used to work hard and they don't know how to enjoy their free time. Ouf, heureusement que les occidentaux sont là parce que sinon les Chinois ils penseraient encore que le fun c'est bosser 80 heures par semaine. Alors qu'en vrai boire du sang de vierge et sacrifier les enfants c'est quand même vachement plus marrant. Bon, en gros, c'est surtout des entreprises occidentales qui prétendent vendre un art de vivre, mais voilà, c'est surtout un prétexte pour s'attaquer aux grosses baleines chinoises et leur vendre des trucs pas très utiles. Et ça ne s'arrête pas là, certains vont jusqu'à embaucher des coachs élégance pour se construire une image crédible. Dans ce reportage de GQ, une chinoise dépense 16 000 € pour qu'une coach lui apprenne à manger avec délicatesse. Oui, 16 000 € pour apprendre à couper une banane sans avoir l'air d'agresser un fruit. Bon, jusque-là, on a surtout parlé des riches qui ont bâti leur fortune eux-mêmes. Et là-dedans, on pourrait aussi éventuellement placer les stars du divertissement. Mais il y a une catégorie de riches qui possèdent une réputation particulièrement sulfureuse qui, eux, n'ont pas acquis grand-chose par eux-mêmes. Les Fuerdai, ça désigne les enfants qui viennent de familles riches en Chine. Fuerdai en chinois, Fu ça veut dire riche, Er ça veut dire deuxième, Dai ça veut dire la génération, donc c'est deuxième génération de richesse. Ils bénéficiaient de richesse et la statut social de leurs parents. Et en plus de ça, ils sont souvent associés aux dépenses somptueuses, aux excès et à l'étalage de richesse. Ils sont nombreux à faire parler d'eux et provoquer des réactions, et un des cas les plus médiatisés, c'est par exemple celui de Wang Setsong. Wang Setsong, c'est le fils de Wang Zhenin, cité plus tôt dans la vidéo, l'un des plus grands manias de l'immobilier. Il est devenu tristement célèbre en Chine pour la façon ridicule dont il dépense la fortune de son père. Achat de 200 bouteilles à 2000 $ chacune lors d'une même soirée. Écoutez, Wang Setsong sait recevoir 301 000 € dans une soirée karaoké. Le gars se fait officiellement surnommer le roi du karaoké. C'est un titre qu'il faut mériter. Achat de 8 iPhones. Ok, ça fait beaucoup d'iPhone, mais si j'avais... Pour son chien. Il a loué un complexe entier à Sanya pour fêter son anniversaire et a même fait des folies en invitant T-ara, l'un de ses 5 groupes de filles coréens préférés, à organiser un concert privé pour lui et ses invités.
Mais s'il dépense autant d'argent, c'est que quand même il doit en rapporter un petit peu, non? Je veux dire, ok, c'est le fils d'un milliardaire, mais il a du savoir hérité du savoir-faire de son père. Effondrement de sa plateforme de streaming Panda TV, 2 milliards de yuan perdus. Radiation de 5 sociétés du New Third Board dans lesquelles il avait investi, 400 millions de yuan envolés. Investissement dans Yohao, groupe rattrapé par une fraude financière. Amende et rachat forcé des parts. Participation à Le Sport réduite à néant après sa faillite. Perte quasi totale. Mis sur les sonores de la société Blue Yohon Roi qu'il avait financé. Disparition de 30 millions de yuan. Mais ce qui a vraiment choqué, c'est ce post qu'il a publié sur son compte Weibo avec une photo de son chien arborant pas moins de 2 Apple Watch en or d'une valeur de 126 000 yuan chacune. Et ça, c'est sans mentionner aussi le fait que le gars harcèle régulièrement des créatrices de contenu en ligne, en les menaçant si elles ne répondent pas favorablement à ses avances, et qu'il a également fini au poste pour avoir frappé quelqu'un au visage. Un chic type! Forcément, ce genre de comportement, ça choque des gens, d'autant plus qu'il est très répandu chez les fous Urdai. Accident mortel en Ferrari, sentiment d'impunité face à la justice, arnaque, sont autant d'événements qui viennent ternir leur réputation. En fait, comme il sait pas, on doit travailler dur pour avoir les sous, pour eux c'est tellement facile, ils comprennent pas la valeur. Ils utilisent un peu vraiment n'importe quoi, ils dépensent beaucoup. Pour eux, tout ça se range avec l'argent. Dès que je te paye, tais-toi. Pour eux c'est comme les jouets, c'est un peu comme je vais au supermarché, j'achète 2 voitures, et voilà. Et demain j'ai plus besoin. Jeté. Et en plus de ça, dans les news, il y a eu beaucoup de scandales liés à des crashs de voitures, des fêtes avec beaucoup d'excès, ou alors même des jeunes qui se prenaient en photo sur les réseaux sociaux en train de brûler de l'argent, ce genre de choses. Donc en gros, c'est un type de jeune qui est régulièrement considéré comme gâté ou déconnecté de la réalité, mais aussi un peu arrogant. Cette succession de scandales embarrassants ont obligé le gouvernement à agir. C'est ainsi qu'en 2015, les autorités ont statué qu'il fallait désormais mieux encadrer les fous Urdai, conscients qu'une partie d'entre eux ne savent que montrer leur richesse, sans savoir comment la créer, ni seulement comprendre la source de cet argent. Et même le président Xi Jinping s'est exprimé à ce sujet, soulignant qu'il fallait, je cite, quitter cette jeune génération pour les aider à réfléchir à la source de leur richesse. Et donc aujourd'hui on tente d'encadrer leur éducation, notamment par le biais d'éducation aux valeurs morales, de formation ou d'encouragement à la philanthropie, en visant particulièrement les zones rurales et défavorisées du pays. Tout cela pour qu'ils comprennent mieux la réalité de la population chinoise. Ainsi, 70 fils et filles de millionnaires ont été envoyés en stage de rééducation pour se voir enseigner les responsabilités sociales et les valeurs traditionnelles chinoises. En 2016, les jeunes enfants de célébrités ont même été interdits de participer à des émissions de télé-réalité. Parce qu'avant ça, des shows comme Where Are We Going Dad mettaient souvent en scène des fils d'eux, souvent très jeunes, et montraient leur vie quotidienne. Ces émissions qui mettent en scène des enfants de célébrités étaient perçues comme renforçant les inégalités sociales, car elles glorifiaient un mode de vie privilégié. Des valeurs contradictoires avec celles du socialisme promues par le gouvernement. Tout ça, ça s'inscrit plus largement dans une campagne anti-corruption qui demande notamment aux fonctionnaires de l'État de faire preuve d'austérité et qui sonne la fin de la récréation pour les ultra-riches chinois. Il y a un réel engouement pour le luxe en Chine et certains n'hésitent pas à exhiber leur richesse ou prétendue richesse sur internet et ailleurs. Mais de plus en plus, cette pratique est vue d'un mauvais œil, que ce soit par le gouvernement ou par la population. Des voix commencent aussi à s'élever concernant les salaires faramineux que touchent certaines personnes et qu'on estime non mérités. Quelle activité vaut 160 millions de yuan pour gagner autant? Un employé ordinaire qui gagne 6 000 yuan par mois devrait travailler sans interruption pendant 2200 ans, probablement depuis la dynastie de Qin. Voici le commentaire d'un internaute qui réagit au salaire de l'actrice Zheng Shuang. 2 millions de yuan par jour pour un rôle à la télévision, soit un total de 160 millions. Une affaire qui s'ajoutait déjà à un autre scandale pour l'actrice, celui de son abandon à l'étranger de ses 2 enfants nés de mère porteuse. 650真的不够，为什么呀？哇，你早上不喝牛奶呀？你早上不吃鸡蛋呢？我们要吃好一点呢，我不能那么差的伙食啊！ Cette femme, c'est Su Meng, la rédactrice en chef d'un grand magazine de mode. Dans cet extrait d'une émission de télé-réalité dans laquelle plusieurs stars doivent vivre ensemble, elle déclare horrifiée que 650 yuan, soit 77 €, ne lui suffisent pas pour manger un repas correct. Des propos qui ont immédiatement fait beaucoup réagir sur internet, les internautes n'hésitant pas à faire remarquer que leur budget quotidien était infiniment moins élevé. La moyenne nationale se situant autour de 3 € par jour et peut atteindre environ 11 € dans les grandes villes. Face à l'incendie qui s'est propagé sur internet, la production de l'émission essayait de calmer le jeu en disant que non mais c'est son budget pour l'intégralité de l'émission, pas son budget quotidien. En sachant que le tournage durait 21 jours, disons que ça n'a pas convaincu grand monde. Mais ce n'est pas la seule personnalité qui a provoqué la colère du public pour ses propos. Mong Chichi, célèbre pour ses publications régulières sur son quotidien fastueux, a par exemple déploré sur Weibo: Il n'y a pas suffisamment de bornes de recharge pour voitures électriques dans mon quartier. Nous n'avons donc pas d'autre choix que de déménager dans une maison plus grande avec un garage privé pour la Tesla de mon mari. Dans un autre post, elle ironise sur la prétendue frugalité de son mari, le jugeant trop économe pour avoir choisi de porter un costume en cachemire Zegna qui ne coûte que
30 000 yuan. Ces riches qui se plaignent, ça a même donné un nom pour les caractériser. On appelle ça la littérature versaillaise. C'est en référence à la vie luxueuse des aristocrates au château de Versailles vivant loin de la réalité du monde. Et aujourd'hui, c'est utilisé sur les réseaux sociaux pour se moquer des frimeurs discrets qui mettent en avant leur vie de luxe de manière détournée. 给我送个钥匙有啥用嘛？要是像别人的男朋友送汉堡和奶茶就好了。钥匙能当饭吃吗？无语。 C'est genre, même si l'entreprise me paye 200 000 euros par mois, j'ai quand même envie de changer parce que je trouve que le travail me va pas et tout. Oui, donc des fois, tu dis, bon, bah, j'ai pas envie de voir, je sais, des riches, je veux on te félicite, disant que bravo de bien gagner sur la vie. Mais l'idée, c'est se plaindre que la vie est très dure, mais en vrai, c'est pour se vanter de manière détournée. On qualifie également de farce les propos des gens comme Jack Ma qui dit un jour que mais ça m'intéresse pas de gagner d'argent. En fait, je me souviens très bien le jour où on était mort de rire avec son entreprise Alibaba. Ça n'intéresse pas d'avoir d'argent dans les poches. On a aussi une autre personne, il s'appelle Liu Qiangdong, qui a dit un jour que mais je ne saurais pas dire si sa femme elle est jolie ou pas, sachant que sa femme elle est méga jolie, surtout elle sort le meilleur université en Chine. De ces déclarations se dégage un sentiment d'ostentation, comme si leurs auteurs tenaient à rappeler qu'ils ne jouent pas dans la même cour que le reste de la population. Mais attention, parce qu'à trop vouloir attirer la lumière sur soi, vous allez attirer l'attention des mauvaises personnes. Hello， 大家好，我又来给大家更新视频了，好久没有更新了，因为我不知道录什么，正好一会儿要去聚会。 Voici Wang Hongquanqing, surnommé le Kim Kardashian chinois. C'est une figure des réseaux sociaux qui s'est fait connaître sur Douyin grâce à des vidéos courtes où on le voit poser dans des appartements somptueux, vêtu de vêtements de luxe et voyageant en jet privé. Mais c'est surtout un grand passionné de jade, il aime emporter souvent sur lui et possède une immense collection dont il aime exhiber les pièces rares. Sans oublier évidemment d'afficher en arrière-plan sa collection de sacs Hermès. Selon ses propres mots, ce jeune homme héritier d'une immense fortune familiale ne sait rien faire d'autre que dépenser. Et c'est ce mélange assumé de provocation et de luxe absolu qui ont nourri son personnage public. Mais en 2024, son compte Douyin, suivi par plus de 4 millions de personnes, disparaît subitement. Et il n'est pas le seul. 这个是 Birkin 40的 Bernia 爱马仕 Plusieurs influenceurs chinois spécialisés dans le luxe et les contenus tape à l'œil sont retrouvés brutalement coupés des réseaux. Une vague de suspension qui coïncide avec un durcissement des règles imposées par Pékin aux publications jugées trop vulgaires ou déplacées. En avril 2024, une campagne a été lancée pour supprimer des réseaux sociaux tous ceux qui met délibérément en avant des styles extravagants et une richesse ostentatoire. Résultat, du jour au lendemain, plusieurs comptes disparaissent. Parmi les victimes, Bo Gongzi, un habitué de vêtements et d'accessoires hors de prix, ou encore Bao Jiajie, qui se mettait régulièrement en scène en train de déguster des gourmets de luxe dans son manoir ultra kitsch. En gros, le message est clair. L'excès de luxe est toléré, mais il faut que ça reste dans le cadre privé. Parce que la contradiction, elle est évidente. Comment prétendre réduire les inégalités lorsque les plateformes glorifient et exposent une telle concentration de richesses ? Mais en fait, tout ça, ça illustre aussi la mainmise qu'exerce le gouvernement sur ces ultra-riches. Le mystère en Chine, on le disait, où Jack Ma, le fondateur du site Alibaba, un des hommes les plus riches de la planète, a disparu. Nous sommes fin 2020, et Jack Ma, l'homme le plus riche de Chine, disparaît. Comment ce multimilliardaire, star des médias, qui semblait intouchable, a-t-il pu disparaître du jour au lendemain ? 20 ans plus tôt, Jack Ma n'était qu'un ancien professeur d'anglais sans argent ni réseau. En 1999, il fonde Alibaba.com dans son petit appartement de Hangzhou, et en quelques années, le site explose et devient un immense empire commercial. AliExpress, Taobao, encore Youku, le YouTube chinois, sont quelques exemples des nombreuses filiales possédées par le groupe. Et d'ailleurs, c'est aussi eux qui ont lancé Alipay. Fort de ses succès, Jack Ma est propulsé sur la scène médiatique et va profiter de cette notoriété pour prendre position sur de nombreux sujets. Mais qu'est-ce qu'il se passe quand tu deviens hégémonique et qu'il n'y a plus personne pour te contredire ? Eh bien, tu deviens fou et tu te prends pour un dieu vivant. Ce que vous voyez, c'est Jack Ma qui joue devant 20 000 salariés de son entreprise. Et ça, c'est pas arrivé qu'une fois, des concerts, il en a fait plein. Mais il s'est aussi improvisé... curé. Chaque année, Jack Ma marie des dizaines de ses employés lors de cérémonies géantes. Ça avait lieu tous les 10 mai. Et c'est une véritable tradition chez Alibaba. En 2013, alors qu'il venait de marier 102 couples, il a déclaré « Chez Alibaba, nous croyons en l'amour. Si vous vous mariez aujourd'hui, c'est aussi un mariage avec l'entreprise. » On est sur un niveau d'aliénation
Le 24 octobre 2020, une branche de Alibaba, le groupe Ant, s'apprête à rentrer en bourse. Nous sommes la veille de cet événement très important et face à un groupe de dignitaires, Jack Ma va tenir un discours dans lequel il critique le système financier chinois. Soudainement, le self-made man tombe en disgrâce. L'introduction en bourse du groupe Ant est immédiatement suspendue. Le milliardaire écope d'une amende de 2,8 milliards de dollars pour entrave à la concurrence. Et une enquête est ouverte soupçonnant le groupe de vouloir créer un monopole autour du business en ligne. Mais surtout, Jack Ma va disparaître pendant 3 mois. 3 longs mois pendant lesquels plus aucune nouvelle du milliardaire ne vont émettre. Et ben en fait il va très bien, ne vous inquiétez pas pour lui, il est réapparu 3 mois plus tard en train de faire du golf sur l'île de Hainan, qui est l'endroit où les super riches chinois passent leurs vacances. Les conséquences de cette histoire quand même, c'est les amendes que j'ai citées plus tôt, mais aussi une mise au pas et un retrait de la vie publique. Mais globalement le bouc va bien et continue de mener un train de vie de milliardaire, et récemment il a même été invité par le gouvernement à participer à un grand sommet qui réunissait plein d'entrepreneurs privés. Mais voilà, quand les ultra-riches s'éloignent trop des valeurs du socialisme ou enfreignent la loi, ça rigole vraiment plus. Et on n'a pas peur de faire des exemples pour réfréner les instincts les plus capitalistes des grosses fortunes. En mai 2018, c'est Fan Bingbing, actrice chinoise très connue, qui va disparaître quelques mois. Elle en est fait accusée de fraude fiscale et de corruption par le fisc et est alors immédiatement mise au placard. De mai au mois d'octobre suivant, c'est le silence radio. En plus des 129 millions de dollars qu'elle doit aux autorités, elle est effacée des affiches de films qui doivent sortir quelques semaines plus tard, et c'est sa carrière entière qui est stoppée net. Et Fan Bingbing n'était pas un cas isolé. Wu Ying, autrefois l'une des femmes les plus riches de Chine, incarne l'ascension fulgurante et la chute brutale qui peuvent frapper la jet-set chinoise. Elle, la 6e femme la plus riche de Chine grâce aux cosmétiques et à l'immobilier, tombe aussi en disgrâce. Accusée d'avoir levé illégalement des centaines de millions de yuan, elle est condamnée à mort en 2012. Une peine finalement réduite à 25 ans de prison. Son procès très médiatisé à l'époque servira d'avertissement aux autres entrepreneurs fortunés. On peut le voir, il y a une tolérance zéro pour la fraude fiscale. Et ces dernières années, même les influenceurs qui se sont fait choper ont été lourdement sanctionnés. Tout ça intervient à une période où est menée une politique plus large de moralisation du secteur du divertissement. Par exemple, les salaires les plus élevés des acteurs chinois sont aussi revus à la baisse. Puisque désormais, le salaire d'une star n'a plus le droit de dépasser de 40% le budget total de la production. Et donc récemment, certaines stars très bien payées ont effectivement vu leurs revenus diminuer. En fait, ce qu'on reproche aux plus riches, c'est la gestion de leur richesse, mais aussi le fait d'exercer une influence trop importante en parallèle de celle de l'État. D'ailleurs, ce qui a rendu le cas de Jack Ma suspect, parce que quelques temps auparavant, il venait d'acheter le South China Morning Post, un média en anglais situé à Hong Kong. Il y avait là la crainte qu'un individu possède un média et s'en serve pour étendre son influence idéologique personnelle en marge de celle de l'État. Qu'une seule personne possède une telle concentration de pouvoir et en étant aussi influente sur l'économie et sur l'opinion publique, forcément ça l'a rendu dangereux. En Chine, pas de Elon Musk qui vient défendre ses intérêts jusqu'à l'intérieur de la Maison Blanche. Pas non plus de milliardaires comme Vincent Bolloré qui vont utiliser leurs médias pour mener des campagnes politiques. On estime que les plus riches doivent travailler pour le bien commun, pas seulement pour servir leur intérêt propre, et qu'il y a une limite à l'enrichissement personnel. Et oui, parce que malgré le nombre croissant de milliardaires en Chine, eh bien ça reste un pays avec un contraste économique extrême. En 2020, le Parti communiste chinois annonce officiellement que la Chine est sortie de l'extrême pauvreté. Près de 99 millions de ruraux sont sortis de la misère. 832 comtés et 128 000 villages ont été retirés de la liste officielle de la pauvreté. Un succès historique, présenté comme un véritable triomphe national. Mais malgré tout ça, les inégalités restent énormes. Avec l'enrichissement du pays, le fossé entre les riches et les pauvres s'est creusé. Dans les villes, les revenus moyens dépassent plus de 3 fois ceux des campagnes. Et tandis que les régions côtières comme Shanghai ou Shenzhen s'enrichissent à grande vitesse, les provinces de l'intérieur peinent à suivre. Résultat, même si la pauvreté a officiellement disparu, des dizaines de millions de Chinois vivent encore sous le seuil de pauvreté. Pourtant, sur le papier, la Chine impressionne. Aujourd'hui, c'est la 2e puissance mondiale en PIB total. Mais si on regarde le PIB par habitant, c'est une autre histoire. Avec environ 12 000 euros par habitant en 2024, elle se classe seulement autour de la 65e place mondiale. Loin derrière la France et ses 42 300 euros par habitant, dans le top 25. Pour répondre à ces écarts, Pékin a lancé en 2021 une campagne intitulée Prospérité commune. Son objectif, c'est de réduire les disparités et mieux redistribuer les richesses. Concrètement, plafonner les salaires dans la finance, resserrer la vis aux patrons d'entreprises d'État et pousser les super riches à contribuer davantage. Oui, la Chine a remporté une victoire historique contre l'extrême pauvreté, mais la guerre contre les inégalités, elle est encore loin d'être gagnée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. En plus, on a encore quelques vidéos qu'on a tournées en Chine qui sont pas encore sorties, ça devrait sortir bientôt, donc on devrait pouvoir vous montrer tout ça rapidement. À la prochaine, salut! Ciao!